Et nous, on est ceux qui vont totalement casser le système. Ah, mais en fait, C'est ce que les gens dont les gens ne se rendent pas compte, c'est que la liberté, d'expression, c'est un concept très, très fin, Essaie de dire aussi qu'il y a encore une station de métro qui s'appelle Gallieni, et Gallieni qui a été un général ou en tout cas un militaire français et qui a tué plus de 100 000 Maliens. La communauté francophone s'en fiche de Madagascar. Nous, on a une diaspora malgache qui est très importante en France. On n'est jamais invité nulle part. Alors je disais ouais donc on va parler de Madagascar et de globalement tous les mouvements de jeunes en ce qui concerne la lutte contre la corruption, l'amélioration des conditions de vie, des luttes pour plus de démocratie aussi. Il y a plein de thématiques en fait derrière tout ça et d'ailleurs ça sera l'occasion de les aborder. Mais on va commencer par Avocha. Est-ce que tu peux nous faire un petit topo de la situation à Madagascar là actuellement? Alors, le topo de la situation. Donc, les manifestations ont commencé le 29 septembre, donc la première grosse mobilisation de la Gen Z le 29 septembre. Mhm. Ça a duré 3 jours, et puis au bout de ces 3 jours, il y a eu du coup André Rajoelina, notre président, qui a dissous son gouvernement. D'accord. Et donc là, on est dans l'attente d'un choix d'un Premier ministre auquel la Gen Z voudrait participer, enfin, une discussion dans laquelle la Gen Z voudrait participer. Donc ça, c'est en rapide, très très rapide, le topo politique, on va dire. Topo et socio et économique, c'est que pourquoi est-ce qu'il y a eu le mouvement de la Gen Z? C'est parce qu'en fait, à Madagascar, ça a été beaucoup motivé par le fait que il y a des accès à des droits fondamentaux qui ne sont pas en fait atteints à Madagascar, notamment l'accès à l'eau et à l'électricité, qui sont un problème récurrent depuis des années à Madagascar. Et donc, c'est ça qui a alimenté la colère des jeunes, notamment des étudiants qui ont besoin d'électricité pour étudier, et pas mal d'étudiants auto-entrepreneurs qui ne peuvent plus travailler à cause de Mm. ces manques d'électricité et à cause notamment des coupures fréquentes qu'on appelle délestage dans les villes. D'accord. Dans les villes de délestage, et aussi, bah, juste le fait qu'il y ait pas d'électricité dans les autres villes, quoi, pour les gens qui n'ont pas de courant. Donc c'est ça qui a alimenté cette colère, et c'est un mouvement, du coup, comme les mouvements, des autres pays, qui est né sur, les, réseaux, et qui a pris, ampleur, et qui s'est transformé en mouvement dans la rue avec les étudiants, et c'est ces membres de la Gen Z, donc 18-30, qui prennent le relais sur le terrain. Donc voilà le topo, on va dire, socio-économique. Mais qu'est-ce que je peux rajouter? Non, voilà, est-ce que tu Ouais. avais besoin de plus d'informations sur, Du coup, donc il y a les manifestations de cette Gen Z. Et comment ça se traduit sur le terrain? Il y a une répression, ça s'organise. C'est un mouvement un peu comme. Est-ce que c'est un peu comme les Gilets jaunes, c'est-à-dire il n'y a pas de tête, pas de parti politique. Comment ça s'organise un peu tout ça? alors, il n'y a p le la Gen Z est, alors, je vais pas dire apolitique, parce que nos revendications, enfin, les revendications de la Gen Z, je veux dire nous, parce que c'est des revendications, qu'on va dire, Oui, oui, tout communes. à fait. Nos revendications sont politiques, c'est-à-dire qu'on veut du changement politique, on veut des mesures, on veut un changement de système, tout simplement. Par contre, il n'est pas représenté par un parti, Mhm. et on va dire apolitique dans ce sens-là. Il n'y a Oui, oui. pas C'est de un partisan. parti, voilà, il est apartisan, voilà, exactement, merci pour le mot. Il est apartisan. Par contre, il y a une tête, enfin, il y a plusieurs têtes pensantes. C'est le collectif de la Gen Z qui donne les indications, qui donne la direction à suivre, qui sont un collectif. Donc, c'est plusieurs personnes qui sont à la tête du mouvement. Les manifestations sur place sont réprimées violemment, parce que ce sont des manifestations pacifiques. Il ne Mhm. faut pas s'y tromper. Les manifestations de la Gen Z dans les rues à Madagascar sont pacifiques, mais sont réprimées à coups de balles lacrymo par la police, par l'État. Ok. Et aujourd'hui, là, les dernières news, est-ce que tu sens une volonté peut-être de l'État d'être à l'écoute? Est-ce que c'est encore plus, toujours aussi difficile? Alors, les dernières news qu'on a eues, c'est une allocution du président Rajoelina, qui, dans son allocution, dit que la Gen Z, en fait, a été montée par ses détracteurs pour faire un coup d'État, et que apparemment, on a été, enfin, victime de cyberattaques pour
nous manipuler et le renverser. Voilà, donc il n'y a aucune volonté d'écoute de la part du président. C'est une volonté d'incriminer le mouvement et même de le transformer en un mouvement terroriste, alors que le seul terroriste, bah, c'est l'État qui attaque les civils sur le terrain. D'accord. On va de toute façon revenir encore sur la situation, sur des questions plus précises sur comment ça s'organise tout ça. Mais il y avait Frédéric, du coup, le député de La Réunion, Frédéric Maillot, qui est avec nous. Et est-ce que, Frédéric, tu avais un message, tu voulais dire quelque chose par rapport à tout ça? Oui, oui, mon micro est ouvert. Bonsoir tout le monde, bonsoir à la communauté, bonsoir à votre chat, bonsoir Saris, merci le Moicast de nous accueillir. Juste remettre les choses dans son contexte. En fait, moi, j'ai eu Avocha, j'avais besoin de l'appeler pour lui demander s'il avait les nouvelles de Madagascar, parce que on voit des trucs sur les réseaux, on voit des trucs sur les médias, mais on aime bien avoir Oui. des informations qui viennent au plus près. Et je connais qu'il avait de la famille là-bas, je sais qu'il y a été il n'y a pas si longtemps, il y a peut-être moins d'un mois, il y était encore. Donc, je l'ai appelé et je lui ai directement proposé de comment on peut faire pour se liguer, pour dire que la jeunesse dans son entièreté, la Réunion avec la Guyane et voilà, la Guadeloupe à travers toi-même, Samora, comment on fait pour venir en aide et pour apporter un soutien. Ça a atterri, ça a accouché sur ce live-là. Et j'aimerais dire, commencer par cette phrase d'un grand monsieur réunionnais qui disait que on dit souvent qu'il y a 18 ethnies à Madagascar. C'est faux, il y en a 19 parce que le 19e est à La Réunion. 60% des Réunionnais ont un ancêtre afro-malgache. J'ai moi-même une ancêtre afro-malgache qui a été esclave et qui a été émancipée ici à La Réunion. Donc, tout ce qui se passe à Madagascar n'est pas étranger à nous les Réunionnais. Donc, c'était important pour moi déjà en tant que député, mais plus en tant que Réunionnais et ami et frère de lutte de Avocha, d'apporter mon soutien et de dire que la jeunesse malgache, comme la jeunesse népalaise, comme la jeunesse marocaine, ils ne sont pas seuls. À travers le monde, il y en a qui le regardent et qui soutiennent et qui comprend cette colère et qui a envie de leur dire de tenir et que le combat est légitime et que quand un peuple et encore plus quand une jeunesse se rebelle pour des droits, pour demander de l'eau et de l'électricité, on ne peut qu'être à ses côtés et on encourage a change is gonna come. Moi, je sais que le changement va bientôt arriver. Il y a un message dans le chat, et d'ailleurs, j'en profite pour dire bonjour aux gens qui nous rejoignent quand même. Salut Volchan, salut Delta One, salut Emi Kitty, salut de la Guyane qui est là. On a de la Réunion, on a de la Guyane, on a de la Guadeloupe, de la Martinique, des gens de l'Hexagone aussi. Merci d'être là. Merci Zanaka Ignora aussi, merci d'être là. Est-ce qu'il y a un moyen pour les gens qui sont hors du territoire de Madagascar? Est-ce qu'il y a moyen d'aider? Est-ce qu'il y a des caisses ou des caisses de grève, des assos qui sont là-bas, qu'on peut soutenir? Ça existe ou pas? Ouais, je peux prendre la parole ou Oui, pas? oui, 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 bien sûr. Oui, ça existe. En fait, Audrey qui va nous rejoindre incessamment sous peu, a répertorié dans sa bio et dans la bio de l'association qu'elle gère à Madagascar, qui s'appelle Malagache Women Empowerment, tous les liens vers les cagnottes sécurisées et vérifiées. C'est-à-dire que ce sont des cagnottes qui sont vérifiées sur le terrain, avec qui on a contact sur le terrain. Et moi aussi, régulièrement, on m'envoie des messages pour vérifier ces cagnottes-là, pour dire quelles cagnottes fonctionnent, quelles cagnottes ne sont pas fiables, etc. Donc, toutes les cagnottes qu'il y a dans qu'on publie dans nos stories ou dans nos vidéos sont vérifiées et donc sont de confiance pour pouvoir aider. Ça, c'est une manière financière, on va dire, et matérielle d'aider. Une manière humaine d'aider, c'est de repartager les vidéos, c'est-à-dire d'en parler. Si plus on en parle, moins ils pourront cacher des choses, plus voilà, on a de la traction sur le mouvement. Et du coup, ça va nous permettre d'avoir un poids dans les médias et de faire passer les messages qu'on souhaite faire passer. Donc voilà les deux manières de soutenir, une financière et l'autre humaine. Ok, merci à vous. J'espère que ça a répondu à ta question, Volchan. On mettra les liens, de toute façon, là je les ai pas dans le chat actuellement, mais je mettrai les liens après à disposition de tout le monde
pour pouvoir accéder aux cagnottes et tout. Et Clarisse, merci d'être là avec nous ce soir. Alors, Clarisse, toi, tu es de la Guyane. Est-ce que tu peux déjà te présenter, puis me dire un peu comment tu vois ce mouvement actuellement? Alors, merci déjà pour l'invitation. Franchement, c'était une très bonne initiative. C'est Frédéric qui m'avait contacté. Donc moi, je suis Clarisse Taouli Walid da Silva. Je suis de Guyane. Je suis issue de la nation autochtone Kalinia. Je suis aussi la suppléante du député de Guyane, Davy Riemann. Je suis aussi là sous cette étiquette. Et donc moi, je viens de la Guyane. C'est vraiment un petit territoire français en Amérique du Sud, qui est un très très grand continent. On est le seul territoire qui n'est pas un pays indépendant en Amérique du Sud. Donc on a un territoire ultramarin, on est 300 000 et quelques habitants. Voilà, des petits chiffres basiques pour que vous voyez un petit peu où vous situez la Guyane. Donc moi, je suis aussi militante autochtone pour les droits des peuples autochtones et notamment pour le droit des enfants. Ça fait 8 ans que je suis engagée dans la cause des enfants et dans la cause autochtone. Et donc, du coup, l'engagement, je l'ai depuis que j'ai 17 ans. Aujourd'hui, j'en ai 25. La mobilisation de la jeunesse, en général, dans toutes les questions qui concernent le pays, ce sont des questions qui sont totalement familières avec ce que je fais. Donc moi, je suis en total accord avec ce qui se passe. Et de toute façon, moi, j'avais déjà remarqué qu'il y aurait, de toute façon, à un moment donné, si ce n'était pas cette année, ça aurait été l'année prochaine. Et il y a eu des mobilisations de la jeunesse les années précédentes dans d'autres pays, notamment en Afrique. Ouais. Il y en a eu quand Emmanuel Macron a fait sa petite tournée là. Mais on voit en fait une conscientisation beaucoup plus forte. Et on a aussi une jeunesse, une nouvelle génération, les générations qui vont arriver après, elles ont une conscience de beaucoup de choses. Elles ont déjà conscience de l'importance de la culture, elles ont aussi conscience de l'importance de leur histoire. Et à partir du moment où on a conscience de notre histoire et qu'on sait qu'on a besoin de savoir ce qui s'est passé dans le passé pour avancer, ben une fois qu'on comprend énormément de choses, il y a des choses à laquelle on ne peut plus dire bah oui, bah allons-y, on va laisser passer ça. Ah là, maintenant, c'est alors là, non, il y a des choses qui vont pas, il y a des choses que nos parents ont vécues qui sont pas Pas justes, normal, en ouais. fait. Et nous, on est ceux qui vont totalement casser le cycle. C'est exactement ce qui s'est passé. Et effectivement, là, on est en train on voit une jeunesse se battre pour des choses, pour des droits totalement légitimes. Et c'est le minimum, en fait, qu'on demande, qu'on doit arracher au bout d'un moment. Là, on est en train de parler du droit à avoir l'électricité, avoir accès à l'eau potable, avoir l'accès à l'éducation. Là, ce qui se passe à Madagascar, c'est à un autre niveau, mais en Guyane encore, il y a des Français, des jeunes Français qui encore attendent d'avoir accès à l'éducation, qui ne sont absolument pas inscrits à l'école. On n'a pas accès à l'eau potable dans certains villages et dans certaines communes. Enfin, c'est vraiment là, je pense qu'on est en train de se rendre compte qu'il y a des choses qui sont totalement injustes et on ne peut pas laisser passer ça. Donc je suis en pleine solidarité avec tous les mouvements qui se passent en territoire ultramarin. Mhm. Et voilà, j'espère que de toute façon, on a une génération aussi qui est totalement fougace, qui n'a peur de rien Ouais. et qui sait qu'elle est légitime. Donc il y a on ne peut que se soutenir. Et puis j'aime aussi dire ça, et puis là, on l'avait dit aussi avec Frédéric, la première fois qu'on s'était rencontrés, on était avec aussi Davy Riemann, c'est que même si on a l'impression d'être très très loin, et ça aussi on l'a vu dans les mobilisations Kanak, même si on a l'impression d'être très loin, une partie dans les Antilles, une partie en Amérique du Sud, une partie en océan Indien, une partie dans le Pacifique, en vrai, on est tous reliés par une histoire et même si on est loin, qu'on n'a pas les mêmes langues, en vérité, on est une très, très grande famille, en fait, finalement. Ouais, c'est vraiment un truc, ce que tu dis là, je rebondis dessus parce que il y a pas longtemps du tout, j'ai eu une discussion avec quelqu'un qui me disait, mais tu parles souvent des Outre-mer, des territoires dits d'Outre-mer. Déjà, c'est un terme en soi qui est connoté parce que Outre-mer par rapport à quoi? C'est vrai que on pourrait se poser la question du terme Outre-mer et de sa légitimité et tout. Mais ce qu'on disait, c'est que est-ce qu'il y a une identité ultramarine? Et en fait, c'est vrai qu'on est à des endroits différents, on a des cultures, des coutumes qui peuvent être différentes, mais on a tellement de choses en commun. Et rien que le combat, en fait, le combat anticolonial, le combat pour le droit déterminé de son destin, etc., en fait, ça nous rapproche de fou. Et quand je rencontre quelqu'un de la Guyane, quelqu'un de la Réunion, quelqu'un de la Martinique, etc., bon, on se reconnaît et on sait où on veut aller, quoi. Donc, il y a quelque chose, il y a un lien ultramarin qui existe.
On a Audrey qui nous a rejoint. Audrey, est-ce que tu es prête ou tu veux un peu de temps? Non, non, c'est bon, c'est bon. Ouais. Alors, Audrey, Ah, tu merci. bugs pas trop? Pardon? Tu bugs pas trop? Non, non, tu bugs pas, tu bugs pas. Ok. Salut Audrey, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui nous rejoignent et parler un peu de ton rapport à Madagascar? Ah, Oui. Donc, je m'appelle Audrey Rangi Amandiat. Je suis donc actrice malgache depuis quelques années et j'ai fondé une association en faveur des femmes et de la communauté LGBTQIA+, de Madagascar et dans ses diasporas. Moi, mon rapport à Madagascar, c'est que j'ai grandi à Madagascar jusqu'à mes 18 ans. Puis après, je suis venue ici en France faire mes études supérieures. J'ai un rapport qui est très fort à Madagascar, puisqu'en fait, j'ai même été en équipe nationale, de taekwondo et cetera. Donc, mhm, en fait, j'ai un peu un devoir patriote qui grandit, en fait, en moi depuis que je suis toute petite et j'ai eu la chance aussi d'avoir des parents qui m'ont beaucoup, en fait, sensibilisés sur les inégalités sociales. Ils étaient pas du tout dans une optique, par exemple, de seulement me mettre dans des écoles, françaises et en fait, me couper un peu d'autres et cetera. C'était vraiment, enfin, mes parents, ils m'ont vraiment, sensibilisée à côtoyer, toutes les, entre guillemets, «classes sociales» de Madagascar, en fait, et c'est ça qui m'a poussée, plus tard à m'engager, pour MADA et voilà, donc ça fait quelques années là que je suis assez active, dans le milieu, de la diaspora malgache et aussi à Madagascar. Alors, par rapport aux événements là, qui se passent actuellement, on a eu Avocha qui nous a fait un petit topo, mais est-ce que tu peux nous raconter ta vision de ce qui se passe actuellement euh, comment ça te touche, comment est-ce que les échos que tu as de tout ça? En fait, nous, on n'a pas fait partie forcément du lancement, du mouvement à partir de Madagascar. C'est-à-dire que c'est une initiative qui, elle est locale Mhm. et c'est après que nous, en tant que diaspora, en fait, on est venu, on nous a demandé de l'aide et on a répondu donc, à cette aide-là, cet appel et c'est après qu'on est venu donc, dans l'organisation des mouvements et cetera. Et en fait, comment par rapport à tout ça, moi, c'est quelque chose qui est un peu, on va dire, post-traumatique, Mhm. puisqu'en fait, j'avais déjà vécu ces événements en 2009 en étant, adolescente. En fait, moi, je vivais dans le centre-ville, Mhm. donc j'ai traversé les grèves, sous les balles, les lacrymos, Alors, tu parles de heu 2009? ouais, là, je te retrace, en fait, le Ouais, ouais. Parce que 2009, je sais pas le du tout ce qui est passé du coup en 2009. J'ai aucune info là-dessus. Tu peux nous raconter? ah oui, oui. Ah oui, oui. Bah, en fait, je remonte bien. En gros, en 2009, c'était le coup d'État justement du président actuel. Mhm. Donc en fait, il y avait un régime de transition Mhm. et lui, à ce moment-là, en 2009, moi, j'avais, quoi, 10-11 ans, je sais plus. Donc il avait fait ce coup d'État, en fait, sous la même forme qu'il y a aujourd'hui, avec une répression, qui a été assez violente et bah, en fait, ça a plongé le pays dans une crise politique et après il y a eu 2012 encore une deuxième fois. Après il y a eu 2023 où il s'est représenté en 2023. Donc en 2012-2014, il s'est sauvé ici en France. C'est là où justement il est devenu français et cetera et puis après il est revenu en 2023 pour se présenter et par rapport aux événements, en fait, il y a une forme de continuité. Donc c'est pour ça que je disais que moi, en fait, c'est comme, un espèce de traumatisme qui ressort puisque j'étais ado à Madagascar au moment où lui, Mhm. avait, justement lancé ses grèves et cetera. Donc là, maintenant, je suis, on va dire que j'ai le recul nécessaire aujourd'hui et j'ai un certain niveau de maturité par rapport aux événements qui font que, bah, on fait preuve d'une forme de sang-froid, en fait, par rapport aux Ouais. gens qui sont impliqués dedans. C'est très difficile parce que toute ma famille est là-bas et mon frère est rentré vivre là-bas il y a pas très longtemps. Mhm. Donc c'était très difficile, mentalement. Mais après, là, on est tellement organisés, solidaires, on se donne beaucoup de force, ce qui fait que c'est moins difficile, en fait, à vivre. Mhm. Donc voilà, nous, là, maintenant, en fait, on est plus dans le dur. Par exemple, moi, j'aide beaucoup au ravitaillement, aux cagnottes, aux fundraising, à la Mhm. communication. Donc tu vois, enfin, c'est triste à dire, mais j'ai finalement pas le temps d'absorber ce qui se passe et puis juste d'y aller, en fait. Mhm. Et alors, question pour un peu tout le monde. Comment est-ce que vous voyez
l'évolution de cette situation. Là, on a donc la Gen Z, on dit souvent la Gen Z pour désigner ceux qui militent, parce que c'est vrai que c'est une vraie jeunesse qui prend un peu j'allais dire les armes, pas du tout, c'est pacifique, mais qui prend qui bat le pavé, voilà, qui va dans la rue et qui milite. Est-ce que cette génération a aussi l'envie de politiquement s'investir et de changer les choses et d'apporter aussi quelque chose au niveau institutionnel dans le territoire? Est-ce que c'est possible? Bah, je vais prendre la parole. Déjà, bah, merci Audrey pour ce que tu as dit, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens, je pense, qui connaissent ton histoire, même parmi la diaspora malgache, parce que c'est vrai que bon, tu partages des stories, mais on ne connaît pas forcément toute ton histoire, et le fait de remettre dans le contexte que bah, tu as vécu les événements en 2009. Moi, par exemple, tu vois, j'ai pas vécu les événements en 2009 parce que je suis parti à La Réunion en fin 2008, donc quand 2009 s'est passé, on voyait déjà enfin, la guerre civile. Oui, je vais appeler ça la guerre civile parce que c'était assez Ouais. sanglant, les répressions. Donc j'étais déjà à La Réunion. Je venais à peine de déconnecter de Madagascar, quoi. Et donc c'est important, ce monde de partage-là, parce que, enfin, justement, on a nos familles là-bas, toute notre famille est là-bas, et c'est vrai que parfois on a l'impression d'être déconnecté vu qu'on est loin, et pourtant on est très actif sur les réseaux, pour la communication, etc. Et pour comment dire, le mouvement politique, enfin l'investiture, enfin comment on appelle ça, l'implication Ouais. politique, comme j'ai dit au début, le but maintenant, c'est pas de enfin de politiser et d'avoir un homme providentiel comme en 2009, comme en 2012, comme en 2023, parce que ça ne sert à rien si on change pas le système qu'il y a maintenant, tu vois. Donc peut-être que oui, il y a des membres de la Gen Z qui vont s'impliquer politiquement, mais en tout cas, je sais que, et peut-être que Audrey va me corriger, et je suis ouvert à ce qu'elle me dit si j'ai tort, mais il n'y a pas une volonté de remettre quelqu'un pour refaire comme en 2009, tu vois. Le but, c'est vraiment, oui, la Gen Z veut participer aux discussions pour mettre un Premier ministre, etc., mais veut dire que dans un but après, de changer en profondeur tout ce qui est, enfin, tout ce qui Et existe en fait, institutionnel, oui. discussion, etc. Parce que pour moi, je ne le vois pas de suite pérenne si on refait les mêmes choses. Hmm. Frédéric, tu es donc député de La Réunion, tu as comment dirais-je, un positionnement euh, du coup en politique pour le coup en Hexagone. Est-ce que tu penses que la France doit apporter son soutien? Est-ce que la France le fait déjà? Comment parce que Madagascar, ancienne colonie française, Je euh, pense que la France n'a pas de leçon clairement à donner, encore moins peut-être à Madagascar, parce que Madagascar a été une île française, il faudrait peut-être le rappeler, qui a obtenu son indépendance, je crois, en 60 ou en 62 de mémoire. En 62, plutôt 62. Non, 1960. 60. 1960, voilà, en 60. Et je pense qu'il faut capter aussi l'élément fédérateur, ce qui fédère en fait cette Gen Z à travers le monde. Au Népal, au Maroc et maintenant à Madagascar, on est sur un fond aussi de corruption. Et on est aussi sur des jeunes qui regardent le gouvernement mener un train de vie excessif et regarder les fils et filles de ces dirigeants et de corrompus, en fait. Donc, il y a comme en trame de fond la corruption et un train de vie de ces dirigeants qui sont très éloignés de Les ce que réalités, vit la population. C'est cet écart-là, en fait, qui crée cette colère qui est totalement légitime. Ça a commencé comme ça au Népal. À Madagascar, c'est la même chose. Les fils et filles des ministres font des écoles à 150 000 euros l'année, pendant que la population malgache, le peuple malgache, mes frères et sœurs malgaches, eux, vivent avec moins d'1 euro par jour, moins d'1 euro même par mois. Enfin, c'est très compliqué, en fait, la séparation ou le fossé, en fait, qu'il y a entre leurs dirigeants et la population. Et moi, je peux en parler parce que dans ma circonscription, la semaine dernière, j'ai un maire qui a été condamné
pour corruption. Mm. Donc, il n'y a pas peut-être aussi grande différence entre ce que peut vivre un élu et la Bien population sûr, lyonnaise. il y en a, ça pourrait se Quoique, discuter. ouais, quoique, il y a quand même, voilà, nous, on gagne quand même une grosse indemnité. Il y a des gens qui vivent avec 3 fois rien, en fait, aussi à La Réunion. Mais à Madagascar, c'est criant parce qu'on n'a pas vu les Malgaches, ce beau pays qui est Madagascar, qui fait 5 fois la taille de la France, Je pense qu'il faut rappeler la France qui est des donneurs de leçons à chaque fois et de dire les richesses qu'on peut trouver à Madagascar. Il y a du nickel, il y a très certainement du pétrole, il y a de l'or, il y a du chrome, il y a de l'uranium. Et on voit les grandes puissances venir de plus en plus aussi à Madagascar. Et je parle sous le contrôle de Audrey et d'Avocha. On connaît qu'il y a des Russes qui sont là. On connaît qu'il y a le Canada qui est là parce qu'il y a des essences de bois très, très rares à Madagascar. On sait qu'il y a des Chinois qui sont là. Et pour autant, on ne voit pas Madagascar évoluer. Donc, je veux vraiment appuyer là-dessus. Moi, je pense que la France doit vraiment rester peut-être en dehors. Et si elle doit apporter un aide, je crains que si elle apporte un aide bientôt, ça sera plus pour le président que pour la population. Ouais. Je m'avance peut-être. Et je tiens à préciser aussi, Audrey l'a dit, la loi interdit que le président ait une double nationalité. Et il n'est pas malgache anglais, il est malgache français. Donc, je ne sais pas si la France doit vraiment aider. Il doit rappeler au président malgache de dire ta constitution, ta propre loi de ton pays te l'interdit d'avoir cette double nationalité. Alors, juste, il y a Shapiro qui, dans le chat, partageait une cagnotte. De ce qu'on sait, Audrey, parce que j'ai vu Audrey, donc Audrey, pardon. Audrey, tu partages sur ton compte Instagram des liens pour des cagnottes aussi. Donc, je ne sais pas s'il y a de la modération dans le chat, si les modos sont là, parce que j'ai pas eu le temps de les prévenir ça allait, on allait partir en live. Mais s'il y a de la modération, s'il y a des VIP qui peuvent recevoir des liens et les reposter dans le chat pour les gens qui passent, ça serait super. Donc, ou aller sur le compte d'Audrey, donc c'est Audrake. Et vous pouvez retrouver des liens si possible, les amis. Sinon, c'est pas grave, je le ferai après. Il n'y a pas, y a pas de problème. Clarisse, dis-moi, donc tu es, donc, encore une fois, je répète pour ceux qui arrivent, tu es de la Guyane. Et quand tu entends justement, on parle de grands écarts de mode de vie entre la population et une certaine élite, te- moi je suis guadeloupéen, tu vois, tout de suite ça me fait tilter parce que ça me fait penser aussi à des trucs de chez moi. Est-ce que tu penses que ces mouvements peuvent avoir aussi une incidence sur la manière dont la Gen Z du reste des Outre-mer euh, réfléchit leur situation? Bah, je pense qu'au-delà de l'aspect financier, Mhm. du mode de vie un peu plus élevé, d'une certaine élite politique ou une élite, qui a beaucoup, beaucoup de moyens, je pense qu'au-delà de ça, ce qui dérange dans le domaine sur la scène politique, c'est surtout que ce sont des élus, pour la plupart, qui sont complètement déconnectés de la réalité, des réalités du territoire, de la réalité du peuple, des jeunes, des femmes, des hommes, en fait, qui font la population. Et donc je pense que c'est surtout ça parce que tu peux avoir de grands moyens et aussi être sensible en fait à des problématiques et faire tout pour les aider et là en fait, c'est pas ce qui se passe en ce moment et peu importe le territoire et peu importe le pays, c'est ce qui se passe en ce moment, en tout cas en Guyane depuis quelques années et ça commence à un peu plus se bouger maintenant, mais on est dans un mot que je sais pas si c'est nous qui l'avons inventé, à ACWA, ou si c'est quelque chose qui est connu, mais nous il y a un mot qui ressort beaucoup, c'est le dégagisme. Oui, oui, oui. C'est qu'on peut totalement dégager, les personnes qui sont actuellement au pouvoir et qui font rien en fait pour la population ou sinon qui fonctionnent surtout par un intérêt personnel et je pense que c'est ça qui stimule, cette envie en fait de faire bouger les choses parce qu'on a aussi besoin maintenant de personnes qui soient conscientes de ce qui se passe autour de des élus, dans le monde réel dans lequel on vit et évidemment la nouvelle génération et c'est ce que je disais juste avant, c'est que comme elle a pris conscience de sa réalité, elle a pris conscience aussi de ses souffrances et de la souffrance des générations d'avant et on a aussi en tant que jeune génération militant qui est sur le terrain et qui se bat tous les jours et cetera, Mhm.
on a aussi cette responsabilité de sauver les générations futures. Ouais, c'est ça. Là, en fait, le combat qui est aujourd'hui, c'est on est en train de préparer le terrain pour les autres qui vont arriver. Après, c'est si on se bat aujourd'hui, c'est justement pour ne pas que les enfants plus tard, bah, ils se posent des questions, comment ils vont aller à l'école? Ou qu'est-ce qu'ils vont manger? Ou qu'est-ce qu'ils vont boire? Est-ce qu'on aura de l'eau demain? Est-ce que c'est en Guyane, la situation est particulière, c'est pas la même. Enfin, chaque territoire, a sa propre histoire et sa propre particularité. Mais en Guyane, on se pose la question là, par exemple, je suis présidente de l'association L'Effet Morpho, qui est une association qui accompagne Mhm. des jeunes lycéens des territoires de l'intérieur, donc ceux qui Mhm. habitent dans les communes isolées, sur le Haut-Oyapock et le Haut-Maroni. Là, normalement, ils devraient rentrer pour les vacances de Toussaint, mais on se pose la question s'ils vont rentrer, parce qu'il y aura sans doute la sécheresse. Comment est-ce qu'ils vont rentrer? Ça va être trop dangereux pour eux, sinon ils vont devoir pousser la pirogue, dormir dans la forêt. Mais en fait, s'ils rentrent pas, bah, ils auront pas de logement, donc ils vont être à la rue. Donc il y a ça aussi à prendre en compte, c'est comment du coup on va les loger, ces 30 enfants s'ils restent sur le littoral. Enfin, moi demain, j'ai pas envie que mes enfants se posent la question de: «Est-ce que je vais pouvoir rentrer vers mes parents au village ou où est-ce que je vais dormir si je Mhm. rentre pas au village?» Et pareil sur les autres villages, en territoire isolé, j'ai pas envie que mes enfants se posent des questions de: «Est-ce que demain il y aura de l'eau pour que je prenne ma douche et que je bois?» Et comme ça, ben je serai pas empoisonnée au mercure, par exemple, Ouais. à cause de leur paillage illégal. En fait, il y a tellement de choses et c'est pas uniquement sur les enfants autochtones, c'est sur tous les enfants de Guyane. On a des enfants qui n'ont toujours pas de papiers, les parents n'ont toujours pas leurs papiers, du coup, ils vivent dans des conditions insalubres, ils sont Mhm. dans des bidonvilles. C'est en fait, au bout d'un moment, il faut être sensible à ces questions-là et là, j'ai l'impression que dans le monde politique et ça, c'est depuis un moment, ça a toujours existé, j'ai l'impression et c'est ce qu'on va essayer de faire bouger, c'est remettre l'humain au centre des choses, en fait. Mhm. Mhm. C'est le plus important et je pense que cette génération-là, elle est faite pour faire bouger les lignes. Preach, preach. Non, franchement, t'as tout dit. Non, non, mais c'est vrai que on a parlé, particulièrement la Gen Z s'empare de ça. Moi, j'ai ma théorie, je vais exposer ma théorie un peu bizarre, mais pour moi, il y a eu les boomers qui ont eu le système qui leur a donné les seuls trucs qu'ils pouvaient espérer de la vie, c'est-à-dire la maison, le chien, le boulot un peu stable et tout, et qui ont accepté pas mal de choses inacceptables. C'est la génération d'après, la Gen X, qui avait peut-être envie un peu de se rebeller, mais a finalement suivi le système de papa et maman, parce qu'ils ne connaissaient pas autre chose. Les millennials, moi, ma génération, on a commencé à dire ouais, mais en fait, on pourrait changer les trucs. Mais là, la Gen Z, c'est vraiment celle qui veut choquer tout le monde. Elle a décidé qu'en fait, le travail, la notion de famille, la notion de couple, en fait, de rechallenger tout, en fait, et de, et de dire, en fait, le monde que vous avez construit, il est en train de nous détruire, et nous, on va pas se laisser détruire. Et ça, je trouve ça assez incroyable et assez fort de la part de cette jeune génération dont vous êtes, il me semble, Audrey, Clarisse. Et à votre âge, je sais pas quel âge t'as. Ah, je sais pas, t'as pas ton micro. Moi, j'ai 29 ans, donc je suis presque millennials, Gen Z, on va Un dire. peu des Ouais. deux, Je tu es sais pas entre trop les deux. comment la faire. Ouais, je suis entre les deux. Tu es Ouais. un millésie. C'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Et comment ça s'est passé, justement, cette prise de conscience? Vous l'avez senti, Audrey, à votre chat? Vous avez senti cette prise de conscience monter dans la population? Avec le Moi, temps oui, ouais, je vais parler rapidement et après je donne la parole à Audrey. Moi, j'y étais cet été et donc ça faisait depuis 2017 que j'étais pas retourné à Madagascar. Mais du coup, j'avais des news de mes parents. Mais le truc, c'est que mes parents, c'est des parents malgaches, donc comme ils veulent pas m'inquiéter comme je suis ici, ils sont là-bas. Donc ils me donnent le minimum d'infos, tu vois, pour pas que j'ai une charge mentale par rapport à ça. Mais en fait, quand je suis revenu là-bas, c'était en fait, tu vois, les gens pensent que on se révoltait pas avant, mais en fait, tout ce qu'on dit maintenant, les gens le disent dans la rue, tu vois. Ouais. Ils le disent pas sur les réseaux parce qu'ils avaient peur de la répression et tout. Moi, Mhm. quand je faisais les interviews là-bas, on me disait à la radio, non, dis pas ça parce que le ministre, il va. Enfin, tu vois, Ah c'était oui, vraiment des menaces. c'est presque une En fait, dictature. mais en fait, ce que les gens dont les gens ne se rendent pas compte, c'est que la liberté d'expression, c'est un concept très très fin là-bas. Donc oui, en fait, voilà, cette colère-là, on la sent quand on est là-bas et de toute façon, c'est impossible de ne pas être en colère quand tu vois
tu vois, tu arrives à Tana, tu vois un téléphérique, dessous, tu as des gens qui meurent de faim. Si tu es un humain sensé, tu comprends qu'il y a une dystopie dès que tu arrives, en fait. Hmm. Euh, Ouais. Oui, oui, mais, d'accord, effectivement, je j'avais aucune idée que ça se passait comme ça. Et en même temps, quand on nous parle de Madagascar en France, c'est qu'à travers Échappée Belle, tu sais, l'émission de voyage et tout. On se dit, ah, c'est sympa, c'est trop joli et tout. Et puis on te dit jamais ce qui se passe réellement. D'ailleurs, Échappée Belle, un problème. Il faudra un jour que je parle de cette émission. Ouais. Audrey, du coup, toi, tu avais senti aussi, comme disait Avocha, la colère qui grondait petit à petit, qui montait? En fait, moi, la dernière fois que je suis rentrée, effectivement, c'était en 2023 Mhm. et j'étais un peu en fait, en réalité, j'étais un peu choquée justement du niveau de manifestation qu'on a pu avoir sur cette fois, en fait. Parce qu'on voit tout le temps les Malgaches un peu dans une image un peu passive, un peu des gens qui disent toujours: «Oui, oui, oui», on ne sait pas trop s'ils sont pas d'accord, on ne sait pas trop s'ils sont OK. C'est des personnes qui, entre guillemets, on dit tout le temps que les Malgaches, ils se font pas entendre, en fait, parce que c'est des personnes discrètes et cetera. Et en fait, c'est vrai que le niveau de manifestation là, le niveau de révolte, il est arrivé à un tel point que là, ça fait comme on dit là, ça fait on est déjà au 9e jour et ça, c'était, quelque chose de choquant, qu'il y a vraiment une forme de répression, heu, vis-à-vis de la parole aussi, hein, faut pas l'oublier. Que, le président avait assumé, en fait, avoir acheté des logiciels de surveillance, Predator et cetera. Il avait dit dans une émission avec RFI, donc pour dire que sur les réseaux sociaux et également, dans la vraie vie, en fait, tout est muselé. Donc personne n'a envie de se risquer à partir en prison juste pour un tweet, un, post Facebook ou autre. Donc c'était un peu ça qui faisait qu'il y avait un silence, mais il y avait quand même, ben, des formes de collectif pour pouvoir s'exprimer par rapport à la situation et c'est ça, je pense, qui a poussé aussi, au mouvement après. Mm. ce qu'il faut pas oublier, c'est que l'opposition à Madagascar est assassinée, en fait. Enfin, les gens, ils se rendent pas compte que enfin, oui, on a été une ancienne colonie française, mais il y a des méthodes qui sont utilisées à Madagascar qui sont sanguinaires, qui sont sanglantes. Et c'est connu, en fait, tu Mm. vois. Que tu veux tellement pas parler parce que peut-être que tu vas te retrouver empoisonné. Enfin, Ah tu oui, vois, d'accord, d'accord. ah oui, oui, non, mais c'est vrai, hein, c'est pas, comment dire? C'est pas juste une opposition politique où tu vas te dire: «Ah bon, bah, je vais perdre, mon poste, je vais perdre», non, c'est parfois tu crains pour ta vie, quoi. Les enjeux, tu vois, économiques, t sont tellement, importants que, tu te dis: «Bon, bah, la vie d'un homme, c'est quoi, quoi?» Ouais. Donc, bah, c'est franchement, quand vous me dépeignez un tableau, pour moi, c'est un tableau d'une dictature, hein. Oui et puis une forme de mafia organisée aussi, hein. Ouais, ouais. Ça, c'est ben, comme il disait Afch, il y a pas de réelle opposition finalement. C'est quoi? C'est, 18 mecs qui vont se présenter aux prochaines élections, qui vont pas se mettre d'accord, qui vont chacun avoir ses idées et on va avoir quelque chose de très fragile qu'ils vont utiliser après pour légitimer le fait que le président va refaire un mandat. Donc, ça, c'est des trucs comme ça où en réalité la diaspora, elle intervient pas mal et c'est ce qui a aidé aussi à libérer la parole. C'est que la diaspora aussi, ici de base, la diaspora ne parle pas du tout non plus, mais c'est après, avec le fait que nous, on ait décidé de prendre la parole sur les réseaux sociaux ou même dans nos réseaux internes qui font que après tout le monde a décidé de parler et qu'on s'est rendu compte qu'en fait c'était Mhm. un bordel monstre, hein. C'est toutes les institutions qui sont corrompues. Là, il y a pas longtemps, on parle aussi du foyer universitaire de malgaches de Cachan. On est en France. Mhm. Donc ça c'est vraiment des trucs en fait qui Peut viennent peut-être, Audrey, tu peux recontextualiser sur le foyer parce que peut-être les gens ne connaissent pas Ah les oui, oui, histoires, mais je oui. pense que c'est Mm. important, tu vois, de préciser qu'est-ce qui se passe dans le foyer, quels sont les liens qui sont serrés et pourquoi est-ce que c'est aberrant, en fait, que ça se passe comme ça? hem, en fait, le foyer j'espère que je peux pas, je sais pas. Non, là, c'est bon, c'est Le bon, c'est bon. foyer en fait, pour, mettre un peu de contexte, ici à Paris, on a 2 foyers universitaires malgaches. D'accord. Donc ils sont normalement tenus, par, le gouvernement. En gros, ça a été ouvert, on aide en gros aux étudiants internationaux, Mhm. malgaches ici en France. Donc il y a pas longtemps, il y a une histoire de, corruption. Mhm. En réalité, ils mettaient des personnes qui étaient pas du tout qualifiées au poste de directeur de foyer Ok. et qu'il y avait des histoires de harcèlement sexuel, d'harcèlement physique,
si on a, par exemple, des étudiantes qui s'expriment sur la situation de Madagascar en étant en opposition au gouvernement qui est en place. Donc, c'est pour ça que je te disais, là aussi, on se rend D'accord. compte qu'on est dans la diaspora, on a vraiment une forme de il y a un silence qui est instauré et de dire, bah, quand que vous êtes malgache et que vous n'êtes pas pour le gouvernement, en fait, attention à vous, attention, on peut même, là, il y a pas longtemps, il y a même eu des messages sur, «N'oubliez pas que nous avons aussi des équipes en France», Hmm. tu vois? Pour signifier un peu, Faites ne gaffe. pensez pas que vous êtes dans un confort aussi, liberté d'expression en étant à l'étranger. D'accord. Ah ouais, d'accord, ça va jusque-là. Bon ben franchement, grosse force encore plus, autant aux gens qui sont là-bas qu'à la diaspora parce que c'est vraiment aberrant de devoir vivre ça. Moi, je voulais vous parler, élargir un peu la question. Donc, on parle évidemment de Madagascar ici parce que Madagascar, c'est la famille. Mais il y a un truc, c'est que au Kenya, début d'année, mouvement de la jeunesse contre les élites corrompues. Aux Philippines, pareil, mouvement de la jeunesse contre les élites corrompues. Népal, Indonésie, Madagascar, Pérou et là, Maroc. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi, à votre avis, qu'est-ce qui fait qu'il y a cette tournée de Moi, choses? c'est la faute de Oda. Moi, je fais ça. Ah oui, oui, ouais, voilà, ah, voilà, je voulais en parler après, mais vas-y, mais Non, mais Oda est responsable. Tu sais que Oda, donc Oda qui est l'auteur de One Piece, dans son studio, il a une photo du Che. Donc voilà, je dis juste... après, il y a des gens qui osent dire que One Piece n'est pas politique. Bref. Ah ouais, ouais. Mais comment dire? Oui, en fait, tu vois, ce mouvement de la Gen Z, là, ce qui est incroyable pour moi, c'est de voir ces drapeaux d'animés flotter. Parce que ça a l'air irréel, en fait, de dire Ouais, qu'on a vu des drapeaux d'animés flotter sur des parlements en feu. ouais, Tu vois ce que je veux ouais, dire? Genre, ouais. et pour moi, c'est là la force du truc, c'est que on a réussi en fait, enfin pas réussi, je sais pas, mais tu vois, cette Gen Z qui a été, nourrie à des médias, qui a été, nourrie à de la culture, où on a toujours vu de la rébellion, on a toujours vu, les justes contre, les méchants et Mhm. et tu vois qu'on transpose ça, qu'on se dise: «Mais en fait, nous aussi on peut le faire en fait», parce que tu vois, Mhm. de tous les temps, on a toujours eu des récits de héros qui se battaient contre les Exactement. méchants et tout, et cetera, tu vois? On a eu des Star Wars, on a eu des Seigneurs des Mhm. Anneaux et tout, et cetera, tu vois? Et que le fait que notre génération, heu sorte en fait, tu vois, se dise: «Ben, en fait, les héros, ça peut être nous». Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est ça qui est fort parce que, et je demanderai à Frédéric et Clarisse ce qu'ils en pensent aussi, mais c'est de voir à quel point tu sais, les réacs, les droitards sont passés à côté du truc. Ça veut dire que ça fait des années que tu as des auteurs, des créatifs qui créent des univers de fiction dans lesquels ils nous disent mais rebellez-vous. Rebellez-vous contre l'oppression. Star Wars, c'est la guerre du Vietnam, tu vois, ça parle de ça. Tous ces univers qu'on suit, ça parle d'unité, de respect entre les peuples, de combat contre l'oppression, d'acceptation de l'autre et tout. Et d'un seul coup, le monde se réveille et dit quoi? Mais du coup, ils ont compris ce qu'ils regardaient, ces gens. C'est quand même assez surprenant. Clarisse, Frédéric, je sais pas qui veut s'exprimer en premier, Clarisse, mais vas-y. vas-y, ouais. Vous Vas-y. en pensez quoi, ça, de ça? Moi, je pense, en tant qu'artiste, Mhm. parce que je l'ai pas dit, mais je suis artiste, donc du coup, avoir un regard artistique sur les mouvements, c'est aussi pas mal. Mais je trouve que le cinéma Mhm. ou le monde artistique, sous toutes ses formes, a permis aussi d'inspirer une grande génération. Là, on parle de One Piece et on parle de Star Wars, mais on peut aussi parler de Hunger Games. Ouais, par exemple, ouais. Livre, c'est un truc de ouf, juste, c'est vraiment on se bat contre toute une institution et puis moi, je vais parler d'Avatar. Alors Avatar, c'est uniquement parce qu'il y a un univers autochtone, Ouais. mais moi, Avatar à 12 ans, moi, ça m'a chamboulé le cerveau, hein. Ouais. Ça m'a complètement chamboulé le cerveau, donc je pense qu'aussi les films sont toujours inspirés de grandes vérités Ouais. et sont aussi inspirés d'un fantasme de plein de choses et en fait, ça
quand tu prends du recul et que tu regardes des films, tu te dis en fait finalement c'est peut-être possible ce qui se passe. Ouais. En fait, c'est peut-être possible. Il y a des questionnements qui sont soulevés et la génération en fait elle s'inspire de ça. Et en ce moment, je trouve que quand on parle encore de conscientisation, mais on est aussi dans un moment décisif dans toute l'histoire de l'humanité, je Ouais, pense. Voilà, on est en train de se dire: ouais. «Il faut un truc», on est en train de vivre, le réchauffement climatique, on est en train de comprendre les liens entre toutes les luttes, on est en train de comprendre qu'en fait, on est tous dans le même bateau Mhm. et que là, on a aussi besoin d'un grand élan de solidarité. Je pense qu'en fait, c'est ça aussi qui fait bouger un peu plein de petites mobilisations et plein de Mhm. petites luttes, et qui ont toujours existé d'ailleurs. C'est juste que là aussi, on est un peu dans le monde des réseaux sociaux où en fait la Mhm. communication elle va beaucoup plus vite et c'est ce qui a aussi, c'est ce qui marque aussi les mobilisations de ces derniers mois et ces dernières semaines plus particulièrement. Tu parles d'une lutte sur les réseaux sociaux, tu lances un Mhm. hashtag et en fait tu es en train de mobiliser beaucoup, beaucoup de personnes et pas seulement dans un territoire, mais dans le monde entier. C'est C'est pour ça ça. qu'on a beaucoup eu de solidarité avec toutes les luttes du monde et notamment la je pense que l'exemple le plus grand, c'est la Palestine, par exemple. Oui. Il y a tout le monde qui est dessus et bah, quand il y a des vidéos qui sortent, des mobilisations au Népal, mais inspirant en plus, parce qu'en plus, on donne un aspect Et cinématographique à oh. la lutte. Moi, j'ai vu des vidéos de ouf, et puis quand on voit les mobilisations à Madaï et aussi quand on voit les mobilisations au Maroc d'un coup, tu te dis: «Mais en fait, il y a un truc qui se passe et il faut tout miser pour que justement, bah, on retourne». En fait, c'est un peu tout détruire pour tout reconstruire, pour Mhm. mieux reconstruire. C'est un Mhm. peu ça. Maintenant, comment est-ce que les choses vont se reconstruire et de quelle manière, c'est exactement là où il y a l'enjeu est de ne pas refaire les erreurs du passé, en fait. C'est Mhm. un peu ça, un peu l'enjeu là, en ce moment. Mhm. Difficile, mais voilà. D'accord. J'aimerais plus, moi, revenir un peu sur les messages qu'on disait dans les films, dans les productions hollywoodiennes, des messages subliminaux. Tu sais, moi, tu sais que Godzilla est une réponse à King Kong, Ouais. référence à la guerre du Vietnam. Vous Mhm. savez pourquoi on a créé Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3? Parce qu'à l'époque, il n'y avait aucun leader ou aucun sportif sportif américain blanc. Ouais. Tous les grands boxeurs étaient des Afro-Américains. Donc, il fallait contrebalancer par le biais de Hollywood et faire monter que la boxe américaine reste dans la main Dans un des blancs imaginaire américains. blanc, ouais. Mhm. Voilà. Et pour continuer sur le film, ce qui se passe de bien aussi en ce moment, et je pense que Abocha et Audrey vont peut-être d'accord avec moi, c'est que à travers ce qu'on est en train de faire, c'est pour ça que c'est important de le faire, c'est de dire aux gens que Madagascar n'est pas juste un dessin animé, c'est pas juste un Ouais, dessin. ouais, c'est vrai, c'est C'est un vrai. peuple, C'est c'est un vrai. grand peuple avec 18 ethnies, mais c'est un peuple magnifique. Je ne le dis pas parce que on a des liens avec Madagascar, mais c'est vraiment un très, très beau peuple, Madagascar. Et j'aimerais, moi aussi, peut-être faire une petite comparaison qui n'est pas forcément raison. C'est le lien, en fait, ce qui se passe la Gen Z et le printemps arabe des débuts en 2010, là où on avait une révolte qui a commencé, mais qui a entraîné des pays limitrophes. Mhm. Et aujourd'hui, on voit que ce n'est pas forcément des pays limitrophes, mais des pays qui se trouvent assez Ouais. éloignés les uns des autres. Sauf qu'il y a un socle commun, il y a un point aussi commun, c'est la force des réseaux. C'est la Mhm. force des réseaux, c'est-à-dire, nous, on voit ce qui se passe. Moi, j'ai connu Avocha, j'ai connu peut-être le seul humoriste réellement anticolonialiste de La Réunion, parce que les réseaux ont existé. Donc, la force des réseaux et la force de ce qu'on est en train de faire là, d'une mise en commun des luttes pour justement, comme disait Paul Vergès, à l'aube de nos combats communs, et on a Mhm. des combats communs à mener. Moi, j'ai commencé à le faire déjà à l'Assemblée avec Davy Riemann, avec Jean-Victor Castor. J'ai découvert ce beau pays qu'est la Guyane. J'ai eu la chance d'y aller. J'ai découvert que ce n'était pas une île comme on peut souvent faire croire que les Outre-mer, c'est forcément des îles. Non, la Guyane, avec toute cette richesse qu'elle peut avoir et qui, important de l'appeler, qui est le seul pays qui n'est pas encore indépendant de l'Amérique du Sud. Mhm. Et où tout le plateau de la Guyane, la Guyana, le Suriname, le Brésil, enfin voilà. Et j'espère, je sais que c'est un combat qu'elle porte aussi, que l'émancipation de la Guyane est pour bientôt et que les députés y travaillent et que, voilà, en fait, Madagascar, pour revenir, en fait, là où la France est venue coloniser, elle a souvent laissé derrière elle une fragilité économique, une fragilité politique
Et en fait, elle a laissé de l'instabilité de façon constante. Donc, il y a peut-être ce point en commun, et ce qui fait Ouais. qu'on se retrouve, et ce qui fait que même sans se connaître, moi je ne connais pas Audrey, je ne l'ai jamais vue, je connais Clarisse, mais on s'est parlé peut-être 15 minutes une fois avec une réunion avec les frères du Cas Ubuntu, mais on n'a pas besoin de se parler des années et des années, on sait qu'on a une lutte commune et qu'on est des jeunes dans l'autodétermination de nos pays respectifs. Et en fait, on se bat pour l'émancipation de nos pays, mais surtout de la jeunesse qui est éveillée et qui a une conscience éveillée et qui sait qu'elle a un rôle à jouer dans le monde d'aujourd'hui et qu'il y a eu tu as eu aujourd'hui. Pour reprendre Fanon, chaque génération dans une relative opacité doit trouver sa mission, la remplir ou la trahir. Le Maroc a commencé à remplir le sien, le Népal, et aujourd'hui on a Madagascar et j'en suis fier. Il y a... Ah, vas-y. Et ouais, juste pour ajouter, parce que là, je viens aussi de penser à un truc. Je me souviens quand on a commencé à avoir les mobilisations en Kanaki et qu'on était sur Paris, puis moi j'étais là au moment des votes à l'Assemblée nationale. Je me souviens qu'au moment où il y a eu les mobilisations pour la Kanaki tout au long du mois de mai dernier, enfin il y a 2 ans, c'est ça? Il y a 2 ans, là, il y a 2 ans. Oui, je crois. Je me souviens qu'on avait fait plein de réunions avec plein d'organisations, plein de militants ultramarins à Paris. Et je me souviens qu'il y avait un monsieur qui disait la Kanaki, c'est la première étape. Il y en aura d'autres après, ça va venir. Et Bien après, sûr. on a eu la Martinique. Et après, là, on a du coup Madagascar. Et du coup, on s'est demandé, mais là, ce serait tous les pays, tous les territoires ultramarins, ça va faire un effet domino. Et du coup, on s'était dit, est-ce qu'il faudrait pas que tous les territoires se soulèvent d'un coup? Là, la France, elle aurait eu mal à la tête. Mais en fait, Ouais. c'est juste que finalement, on est je suis pas si étonnée que ça, en fait, qu'il y ait un autre territoire. Là, ça se trouve, demain, ce sera la Guyane ou la Guadeloupe ou ce sera Mm. aussi un autre territoire. C'est intéressant ce que tu dis sur ça. Je vais lire le chat juste après. Le chat, j'ai mis plein de petits messages, on va les lire tout à l'heure. Mais ce que tu dis là me fait penser à un truc que m'a appris feu mon père il y a quelques temps. Et que j'en ai parlé un peu en stream. C'est un événement qui s'appelle Bonne Veine, la rencontre de Bonne Veine en 1985 en Guadeloupe, qui était la conférence des dernières colonies françaises. Et en fait, c'est un événement où des militants guadeloupéens se sont dit, mais en fait, on n'est pas tout seul en ce moment. Il y a en Polynésie, il se passe des choses. En Kanaki, justement, il y a eu notamment des assassinats, etc., par les gendarmes de militants. Il y avait à La Réunion, en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, dans tous les Outre-mer, des choses qui se passaient. Et ils se sont dit, bon, en fait, au lieu de faire ça de notre côté, venez, on se rejoint. Et en fait, ils se sont donné rendez-vous en Guadeloupe pendant 3 jours à Anse-Bertrand pour une conférence, la conférence des dernières colonies françaises. Et il faut savoir que quand la France a su que ça allait se passer, ils ont interdit de visa certains militants qui venaient d'Afrique du Sud, des militants qui venaient des États-Unis, des Black Panthers, etc. Ils ont interdit aux gens de venir, de se déplacer en disant, bah, en fait, ça n'aura pas le succès que ça devait avoir. Et malgré tout, ça s'est tenu. Et ils ont mis en place un programme de décolonisation à l'époque des Outre-mer. Mais évidemment, aucun média n'en a parlé. Et ils ont fait en sorte, évidemment, que ça ne soit pas repris. Mais le programme est encore disponible. On peut encore trouver des choses de cette époque-là. Donc, il y a déjà eu des tentatives d'union à travers les Outre-mer, à travers les anciennes colonies. Mais même à l'époque, c'était Mitterrand, c'était la gauche, soi-disant, qui était au pouvoir. Ils ont tout fait pour empêcher ça quand même. Mais là, je vais lire du coup le chat et après on va repartir avec Audrey et Avocha. Alors, l'ancien monde est en train de s'écrouler, nous dit Zanak Niora. Après, il y a Mouik qui est un peu cynique et qui dit tu regardes un film et tu te dis que c'est peut-être possible, c'est chaud. Et on a perdu Clarisse, je crois. Mais non, en fait, il ne faut pas critiquer les manières de se politiser. On peut se politiser en regardant une série, en regardant un film, en lisant un livre. Il y a plein de manières de se politiser. On comprend que En écoutant de la musique. Voilà, en écoutant de la musique, Bob Marley a été un vecteur de politisation pour plein de gens, par exemple. Voilà. On comprend que le monde... Alors, Volcanic Waro qui dit on comprend que le monde avec le capitalisme est voué à l'échec. On comprend l'importance de la mobilisation, car on comprend que notre monde est possible et qu'on a cet éveil et que les générations précédentes n'ont pas forcément eu. Voilà. Madagascar, quelle horreur ce dessin animé. Moi, j'ai rigolé.
En vrai, il était bien. Il y a plein de problèmes, mais il était bien. Ouais, c'était rigolo, quoi. C'était sympa, ce petit dessin animé, quoi. Et Mika qui dit Mitterrand traître à la gauche comme Hollande. Oui. Alors, euh, donc, on en a déjà parlé un peu donc, du symbole One Piece et tout machin. Mais ce que je voulais dire à travers ce symbole, c'est que est-ce que vous avez l'impression, à votre chat Audrey, que ça crée une forme de fraternité? Est-ce qu'il y a des liens entre les différents militants des différents territoires? Est-ce que quand on est dedans, on se rend compte de ce truc ou c'est que nous qui sommes un peu extérieurs, qui voyons les points communs, est-ce que vous vous en rendiez compte aussi? En fait, si je peux parler de ça, c'est que, à Madagascar, Ouais. normalement, il est prouvé, enfin, c'est pas prouvé, mais il y a une théorie, anthropologique qui dit qu'il y a une île aux pirates à Madagascar Ah. et que Madagascar a servi justement en tant que territoire permettant à des pirates, il y a des siècles, de, répartir leurs, trésors. Donc il y a même un auteur qui a parlé de ça, qui s'appelle David Griebert. Après David Griebert, Ah, c'est pas Libertalia? si, c'est ça. Ouais, ok, ok, je connais. Exactement. Et donc, après qu'il a parlé des femmes Sakala, bah, qui étaient voilà, qui avaient aidé, justement à répartir les trésors et cetera. Même, il y a eu des théories qui disaient oui, donc Attack on Titans, en fait, il y a une île et après c'est Madagascar, dans Hmm. voilà. Et en fait, ça, c'est une idée c'est un imaginaire qui germe dans la tête, des Malgaches. Donc, pour les Malgaches, il y a une communauté manga qui est très forte. Mhm. Ça, il faut pas l'oublier. Il y a une communauté, voilà, de jeux vidéo et cetera, qui est très forte et c'est quelque chose qui germe, quand même dans l'imaginaire collectif et pour moi, le symbole des pirates, en fait, effectivement, c'est Madagascar, en réalité, qui aurait dû, même pour moi, instiguer le mouvement puisque on se considère comme des pirates, on se considère, comme, une forme, en fait, de société qui n'est pas, hem, très similaire aux autres, voilà. Mhm. Bien sûr, après, je peux parler de l'océan Indien, voilà, dans sa globalité, mais voilà, c'était ça surtout, vis-à-vis de One Piece, de l'imaginaire et tout. J'aimerais aussi revenir sur, ce que tu disais sur les mobilisations de l'océan Indien. C'est marrant parce que ces dernières années, on avait justement, travaillé sur ces questions-là avec des collègues féministes. En fait, pendant la colonisation, les îles de la Réunion, l'île Maurice, Mayotte, les Comores ont beaucoup aidé, justement entre îles, à pouvoir sortir de la colonisation, surtout Madagascar. Et nous, c'était une question qu'on, voulait remettre en fait sur la table avec des collègues, de la réunionnaise, Mhm. mauricienne, comorienne, mahoraise. Remettre ça sur la table, c'était comment recréer justement ces solidarités féministes, en faveur, des cultures, voilà, de l'océan Indien, et donc on avait fait des travaux justement par rapport à ça, des groupes, voilà. Mais si je peux revenir un petit peu dessus, voilà. Je me rappelle même plus de la question de base, mais C'était, en fait, non, c'est-à-dire qu'en fait, je disais qu'on voit qu'il y a des mouvements qui viennent de plein de territoires et qu'il y a les mêmes revendications, qu'il y a, pareil, le même Voilà. symbole. Et est-ce que, comme nous, on est un peu extérieur et qu'on voit ça et on fait l'accumulation, on se dit, mais on dirait que c'est un seul mouvement, mais qui se répercute. Mais est-ce que vous, à l'interne, vous connaissez des gens qui font des mouvements ailleurs? Est-ce que ces autres mouvements qui se font en même temps vous impactent, vous voyez ce qu'ils font et vous vous inspirez. Est-ce qu'il y a un vrai lien, tu vois? Ouais, il y a eu un lien sur les réseaux sociaux, ça on peut le dire. Ouais. Déjà, plusieurs membres de Gen Z Madagascar étaient sur le Discord de népalais. Ah! Quand le mouvement est sorti, ben, qu'on a eu plein de commentaires, de, Gen Z, Népal, Gen Z et là les Marocains pareil, ils ont commenté toutes les vidéos en disant: «On est tous ensemble dans cette lutte» et cetera. On a les mêmes revendications, même si on n'est pas sur le même, entre guillemets, «le même territoire» et qu'on est juste séparés par l'eau. Il y a eu beaucoup de soutien, en tout cas de plein de communautés, ben, de la communauté internationale de Gen Z, on va dire, ou même, enfin voilà, d'autres mouvements aussi. Donc, il y a pas longtemps, il y a eu aussi, Afroféminas, Mmh. donc, qui a un groupe, féministe espagnol. Pour te dire que Madagascar, nous, on parle soit français, soit malagasy, soit anglais à la limite. Ouais. Donc un groupe espagnol, c'était, quand même Ouais, quelque ouais. chose. Bah oui. Tu vois, c'est arrivé jusque-là. C'est là où on s'est dit: «Bon, bah, il y a vraiment une forme de solidarité» et tout le monde s'est emparé de ça donc là, maintenant, nous, le collectif, on est beaucoup à porter des noms de pirates dans One Piece Ouais. et dont on ne saura jamais qui est qui mais voilà, tu vois, Ah tout le monde ouais. s'approche.
Donc, Incroyable. c'est allé loin, hein. Ouais. Incroyable. Je suis admiratif. Non, mais c'est trop bien, c'est trop bien. J'aime trop l'idée. Et, alors, je pense on va bientôt s'acheminer vers la fin du point, de la réunion, enfin la réunion de ce live. C'est pas comme si on était dans une boîte. Ouais, de la réu, voilà. C'est la rêverie, c'est la rêverie. Ouais, c'est ça. Et non, mais alors, est-ce que vous avez un dernier mot? Pardon, Frédéric, est-ce que tu as un dernier mot à Ouais, dire sur ça? Je ouais, sais que tu es bon pour les derniers mots. non, non, Je non, peux- je vais Est-ce laisser que, le dernier. est-ce que je peux parler avant que Frédéric fasse son Non, non, je veux son laisser le dernier mot? dernier mot à ceux qui connaissent mieux la réalité malgache. Juste te dire, moi, je suis très attaché au symbole et je suis très attaché au fait que comment réagisse la France, comment réagit la France aussi à travers les messages qu'il peut envoyer. J'ai un ami qui est réunionno-marocain que je salue, il s'appelle Farid, Mhm. qui me dit essaie de dire aussi qu'il y a encore une station de métro qui s'appelle Gallieni et Ouais. Gallieni qui a été un général ou en tout cas un militaire français et qui a tué de plus de 100 000 Malgaches. Plus de 100 000 Malgaches. Et il a encore aujourd'hui une station de métro qui porte son Il y a des nom. statues. On a encore aujourd'hui, nous, peuple colonisé, une salle à l'Assemblée nationale qui s'appelle Colbert. Donc voilà aussi, quand tu me parles de rôle que la France peut jouer, voilà les messages que la France nous envoie actuellement. Et je voudrais juste terminer en saluant bien bas mes frères et mes sœurs malgaches, de leur dire qu'on est à côté de vous. C'était la moindre des choses de faire ce petit live-là pour essayer de mettre la chose sur l'espace public et de donner des informations et de donner la parole aux malgaches. Et voilà. Et puis, juste pour terminer, vraiment, elle a parlé qu'est-ce qui nous ligue sans que ça soit forcément physique. Et ben, c'est aussi physique parce que on connaît tous l'histoire de la Lémurie de Jules Verne, qui est ce continent qui a été un peu comme l'Atlantide. Donc, il y a quelque chose qui nous ligue au-delà des frontières, au-delà des océans et au-delà des langues. Et voilà, j'ai été ravi de partager ce moment avec vous. Et merci à toi encore, le Moicas. Merci Clarisse, merci à Vocha et merci Audrey. Ah, merci à toi, merci à toi. À votre chat, tu veux dire quelque... Ah, donc, Clarisse, tu voulais... Oui, on va quand même laisser honneur au Oui, pour le dernier mot. Madagascar pour finir. Ben, déjà, on a eu de très beaux échanges, donc je suis très contente. C'est pas la première fois que je rencontre, des personnes de Madagascar, mais en fait, la première fois que j'ai appris à vous connaître aujourd'hui, donc très contente. Juste un truc à retenir et ça, c'est pendant tout mon parcours de militant que j'ai pu retenir ça, c'est la solidarité, la fraternité avant tout. On a beau être loin, mais on est très, très proche du cœur. Et même si on est loin, qu'on est à des kilomètres et des kilomètres, on peut même être sur l'autre planète, la solidarité reste la même et j'espère de toute façon qu'on réussira à aller, au bout de nos objectifs en tant que porteurs de lutte et gardiens en fait, de toute une histoire et donc voilà, toute ma solidarité, la Guyane vous donne toute la force et le courage qu'il faut et de toute façon on suit les luttes et on se lâche pas, voilà. Merci, merci beaucoup, Clarisse. C'est un très beau message d'union. À votre chat? Ouais, bah écoutez, merci beaucoup, merci Frédéric, merci Clarisse. Je suis très heureux d'avoir fait ce live avec vous parce que, comme Frédéric l'a dit, moi je me suis fait connaître sur le réseau avec mes luttes anticoloniales de La Réunion, mais mes luttes pour Madagascar, j'ai toujours porté dans mon cœur et ça a toujours été lié. Quand je parlais de La Réunion, j'ai toujours parlé de Madagascar parce que ce sont des îles sœurs. Moi, je porte les deux dans mon cœur. Aujourd'hui, je fais beaucoup de communication pour Madagascar parce que ma plateforme a vocation à faire connaître tous ces combats justement pour qu'on dépasse l'image qu'on a de Madagascar, de cette belle île exotique, qui sont un peu les mêmes images qu'on a de La Réunion et que Ouais. on oublie les réalités, les fractures sociales et économiques qu'on a. Mais voilà, le combat, il continue et avec le soutien de tous les autres peuples et même, s'il peut inspirer, d'autres peuples, c'est encore, mieux et voilà, j'ai pas d'autres mots à dire que n'hésitez pas à repartager. Bon, je ne vais pas vous dire vous, parce que je sais que vous êtes des convaincus, mais n'hésitez pas à repartager. Oui. C'est peut-être un petit geste, mais ça compte beaucoup pour nous et je vais laisser Audrey conclure. En tout cas, merci d'avoir organisé ce live, Frédéric Le Mancast, et merci de ta présence, Clarisse. Bah, du coup, Audrey. Oui, heu
Déjà, je voulais vraiment, vous remercier pour ce live parce qu'il y a pas longtemps, enfin, il y a quelques années, j'étais en train de me dire que en fait, les autres communautés s'en tapent de Madagascar. Pas du tout. Ouais, mais c'était ouais, j'aime bien ma conclusion un peu. En Vous vous en foutez, hein, vous en juste pour foutez, hein. je suis connue pour, voilà, pour pas avoir d'argent pour ma poche. Non, t'as raison, t'as raison, t'as raison. Mais c'est marrant la communauté française, francophone plutôt, je vais aller dans un sens large plutôt. La communauté francophone s'en fiche de Madagascar. Nous, on a une diaspora malgache qui est très importante en France. On n'est jamais invité nulle part. On fait jamais d'intervention ni en ligne, ni physiquement. On ne participe pas, à des cercles de décision, de cercles d'influence et en fait, aujourd'hui, je suis très touchée à ce que je me dis que ça y est, en fait, on a enfin réussi à se faire voir et on assume d'être visible. On assume, voilà, d'avoir, un beau pays comme Madagascar qui est mis en avant, là, à partir de maintenant. Ce que je voudrais vous dire, c'est que sachez que ça va être très difficile les prochains jours. Nous, on commence à être fatigués, sur place, qu'on commence à être fatigués, mais on sait que la victoire, elle sera belle et Bora aussi Bora. voilà. Et c'était difficile de se lever le matin et se dire qu'on doit être, à l'affût, tu vois? On est calme, on est chill et cetera et là, on est vraiment à cran et on a mobilisé une force que j'ai jamais vue, de ma life. Je vais pas vous mentir, une solidarité, des Incroyable. cerveaux, des mains, tout le monde s'est bougé et ça, c'est incroyable et donc je voulais remercier toutes les personnes qui ont suivi la situation de Madagascar. Suivez encore, participez aux cagnottes. On fera évidemment, un rapport, de comment l'argent a été utilisé évidemment. Vous avez aussi Dina Content qui est assez connue dans la communauté francophone, qui a fait un dessin à partir d'1 € pour les personnes qui ont un peu moins de moyens. Voilà, donc on mobilise beaucoup de choses, voilà, pour et vous faire kiffer et vous aider aussi à lutter avec nous, on Mmh. en a besoin. Ben, moi, je suis honoré, en tout cas, d'avoir été contacté par Avocha et Frédéric pour mettre ça en place. Je pense qu'effectivement, tu as raison, tu as raison. On met trop de côté les enjeux malgaches dans les luttes ultramarines, les luttes afro. C'est vrai, c'est une réalité et ça doit changer, ça doit bouger. Et j'espère que, de mon côté, en tout cas, je m'engage à en parler beaucoup plus et à mettre ça beaucoup plus en avant sur mes réseaux. Et bien évidemment, n'hésitez pas à me taper sur les doigts si je ne le fais pas. Voilà, merci en tout cas à tous d'avoir participé à cette discussion. Le chat, j'ai vu plein de messages de soutien. J'ai vu des trucs, des cœurs, des saluts anarchistes. On a des anarchistes dans la commune. Donc des anards, des communalistes, on a un peu de tout dans la commune. Donc voilà. Surtout quand on se sent seul, il faut se souvenir qu'on ne l'est pas. Oui, tout à fait, Euribis, quand on se sent seul, il faut se souvenir qu'on ne l'est pas, tout à fait. Merci à tous. Ben, je vais vous laisser prendre congé. On va terminer le live. C'est dur de terminer le live, mais peut-être qu'on aura l'occasion de se rencontrer aussi IRL. Ce serait l'occasion d'avoir de belles discussions, de beaux échanges. En tout cas, moi, je suis disponible pour ça. Donc, ouais. Veluma, 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 Veluma. Vélo. Mais Je sais pas ce que ça veut dire, mais d'accord. je veux dire au revoir Ah, en d'accord. malgache. Veluma, Veluma. Veluma à tous. Ok. Ben, bye bye. Ciao. 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 Hop.